Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans un cadre absolument magnifique aujourd'hui dans la synagogue de la rue Buffo dans le 9e arrondissement de Paris. La Torah aborde toutes sortes de thèmes. Des commandements, les 613 commandements y sont présentés. Nous y avons également des histoires célèbres sur la sortie d'Égypte, sur la vie des patriarches, la vie des matriarches. Et il y a un thème qui est présenté par la Torah dans quelques textes et qui est absolument passionnant, voire même intrigant. Il s'agit des rêves et de leur interprétation. Qu'est-ce qu'un rêve? Que représente-t-il? Devons-nous les considérer comme étant prémonitoires? Devons-nous les évacuer de notre esprit parce qu'ils ne représentent absolument rien? C'est un sujet effectivement qui va nous intéresser aujourd'hui et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Toby Nathan. Toby, merci d'être là à nos côtés aujourd'hui, d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous venez de publier Secrets de thérapeute, un livre extrêmement intéressant parce que vous êtes ethnopsychiatre. Et vous le présentez effectivement dans votre livre, dans votre façon d'aborder vos patients, tous ceux qui viennent s'adresser à vous pour avoir votre aide. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce que l'ethnopsychiatrie? Bon, c'est un peu compliqué, hein, mais on a 3 heures, 4 heures. Non, je veux dire, ethnopsychiatrie, c'est une discipline qui pense que les mondes éloignés, ceux d'où proviennent les patients que nous recevons en France, hein, je ne reçois que des patients immigrés, en fait. Hein, et donc, ce sont des gens qui viennent de loin, d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, du Pakistan, de partout. Hein, en fait, Paris, c'est le monde, hein, en fait. Et donc, dans ces mondes éloignés, il y a aussi une façon de penser les désordres psychologiques. Il y a aussi une façon de les soigner. L'ethnopsychiatrie étudie ces façons différentes de percevoir les désordres psychologiques et de les soigner, et les utilise parfois avec les patients. Mais c'est surtout pour les comprendre qu'on fait référence à leur monde. Par exemple, moi je reçois mes patients toujours dans leur langue. Évidemment, je ne parle pas toutes les langues, hein, mais c'est-à-dire que je fais venir des gens et on parle la langue des patients. Et puis on parle aussi la langue de leur monde. C'est-à-dire, si dans leur monde, la maladie est due à une agression sorcière, par exemple, ou à l'action d'un fétiche, eh bien, on va parler de l'agression sorcière. On va parler du fétiche. Et donc, il faut connaître ces choses-là. L'ethnopsychiatrie s'en va à la connaissance de ces choses pour les utiliser, pour soigner les patients que nous recevons ici. Alors, effectivement, vous expliquez que de la même façon qu'il y a différentes langues, il y a tout autant, finalement, de psychiatrie et de thérapie. C'est ça. Puisqu'on ne peut pas déconnecter l'individu de son environnement premier. Bon, on peut le déconnecter, il se déconnecte lui-même puisqu'il voyage, tout ça. Mais en fait, on reste imprégné quand même. Et on reste imprégné longtemps, et parfois pendant plusieurs générations. Hein. Nous, Juifs, nous sommes placés pour savoir qu'on peut rester imprégné pendant des millénaires, malgré notre vie dans des mondes différents, quoi. Donc c'est bien la preuve que les systèmes traditionnels perdurent, y compris à travers la migration. Mais est-ce que vous êtes psychiatre également? Non, je suis psychologue. C'est ça, mais mais la discipline s'appelle ethnopsychiatrie. C'est ça, mais est-ce qu'il n'y a pas cette approche ou cette volonté de faire rentrer tous les cas qui se présentent à vous dans les cases de la formation professionnelle habituelle, classique en tout cas, que nous avons en France et en Europe? J'ai été formé comme ça. J'étais formé comme ça et je me suis rendu compte que ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire que les gens sont polis, en général les gens sont polis et ils sont redevables, donc ils font des sourires, etc. Mais ils ne guérissent pas, quoi. Ça leur fait rien, ça leur fait ni chaud ni froid, et puis ils adhèrent pas. Au bout d'une séance, 2 séances, ils s'en vont, quoi. Si vous leur parlez dans leur langue, si vous leur parlez des choses qui les concernent et qui les intéressent, ils restent. Et au contraire, ils s'intéressent à vous et ils vous disent « Ah, tu t'intéresses à ça ?» Et puis évidemment, ils posent des questions comme « Et toi, tu y crois ?» Alors, c'est des choses comme ça, vous êtes touché au plus profond, quoi. Et donc, vous rentrez avec eux dans une autre aventure. Et vous êtes obligé d'apprendre, de comprendre. Ce sont les patients qui m'ont tout appris. Hein. Ça fait 45 ans que je fais ça. Hein. Dans votre question, lorsque justement ils vous disent « Et toi, tu y crois ?» En lisant votre livre, ce que l'on découvre finalement, c'est que vous parlez des esprits. Bien sûr. Vous parlez de tout cela et vous donnez de la caution à tout cela. C'est-à-dire que moi, j'ai une position
que j'ai toujours eue, que je considère que toutes ces pensées ne sont pas des croyances, sont des pensées. Quand on dit croyances, c'est pour les disqualifier. Ils croient ça, mais en fait, ce n'est pas ça la vérité. Ce sont des pensées, ce sont des véritables pensées, ils recèlent une intelligence particulière. Ce qui m'a intéressé, c'est comprendre l'intelligence de ces pensées. C'est à ça que se consacre ce livre, hein. C'est-à-dire comprendre l'intelligence de ces pensées, la restituer et éventuellement pouvoir l'utiliser une fois qu'on l'a comprise, quoi. Une fois qu'on a compris la complexité de ces pensées. Et puis on se rend compte aussi que ces pensées, parfois, sont très proches de pensées extrêmement modernes, quoi. C'est-à-dire, par exemple, la fonction des objets. C'est-à-dire, mes patients, souvent, ils ont des amulettes. Ils ont des amulettes autour du cou, ils en ont dans le chapeau, sous la kippa. Ils en ont autour de la taille, etc. Et que des objets soient actifs comme ça, que des objets puissent agir sur la personne parce qu'ils sont collés à elle, etc. On peut dire, oh, c'est des croyances. Puis tout d'un coup, on dit, ouais, mais moi j'ai un smartphone. Et un smartphone, c'est un objet aussi. Et il contient toute la force, toute la connaissance. Est-ce que vous vous souvenez de vos numéros de téléphone maintenant? Plus aucun. Exact. Ils sont tous dans le smartphone. Votre mémoire, elle est dans le smartphone. Donc au fond, c'est la même chose, quoi. C'est des mêmes logiques. C'est pour ça que aller comprendre les logiques éloignées, ça permet aussi de les réutiliser dans le monde dans lequel nous sommes. D'ailleurs, vous donnez l'exemple du golem, puisque dans la tradition juive, il y a aussi des objets qui prennent vie à travers cette créature de glaise qui, avec des formules bien évidemment kabbalistiques, pouvait prendre vie. Et là encore, ça vient alimenter la tradition juive très très ancienne. On en parle avec le Maharal de Prague, mais en réalité, on en parle dans des écrits plus anciens déjà. Beaucoup plus anciens, donc nous voyons, nous aussi, dans notre tradition, qu'il existe une façon de donner de la vie à des objets. Absolument. Je suis complètement d'accord avec ça. D'autant que en ce qui concerne le golem, je pense qu'il y a une influence africaine, ou bien le golem a influencé l'Afrique, ou bien l'Afrique a influencé le golem. Je ne sais pas dans lequel sens, mais on s'est beaucoup rencontrés par le passé avec les Africains. En particulier dans le sud du Maroc, il y a eu des tas de rencontres particulières. Moi, je suis très sensible à ça parce que j'y suis beaucoup allé en Afrique subsaharienne et tout particulièrement dans ces pays, le Sénégal, le Mali en particulier. Et on se rend compte qu'on écoute les langues, quoi. Par exemple, en bambara, il y a plein de mots qui viennent de l'hébreu, quoi. Et on voit bien qu'il y a eu une influence, quoi. Et donc, il y a une influence dans un sens, il a pu y en avoir dans l'autre sens aussi, quoi. Alors, Toby Nathan, vous vous présentez également dans votre livre à travers quelques phrases. Vous rapportez votre histoire, vos origines égyptiennes au sein de cette communauté, qui était exceptionnelle, bien évidemment, à l'époque. Et vous parlez avec beaucoup d'émotion, on le ressent à travers les lignes, que lorsque vos parents quittent l'Égypte, avec sur leur passeport les mots, le tampon « no retourne ». Et vous comparez cela à Adam et Ève lorsqu'ils sont chassés du Gan Eden, du Jardin d'Éden. Comment est-ce qu'effectivement on grandit à travers cela, ou en dehors, ou plutôt comment on arrive à dépasser un événement pareil qui peut être traumatisant dans la vie d'un homme? Alors moi j'étais un enfant, hein, j'avais 9 ans. Je me rendais compte de tout, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a 9 ans qu'on comprend rien, hein. Je me rendais compte de tout, mais j'avais pas de voix au chapitre, hein. C'était pas moi qui décidais, c'était les adultes qui décidaient. Donc sur le moment, j'ai eu une réaction, je vais vous raconter, j'ai eu une réaction assez singulière. On a été fouillé au corps, on avait le droit de n'emmener aucune valeur, quoi. Donc pas d'argent, pas de bijoux, pas d'or, etc. Tout ça, ça restait en Égypte. On n'avait pas le droit d'emmener ça. Et donc on est parti avec des habits, quoi, c'est tout. Et on m'a laissé une chevalière. Et donc une chevalière en or, hein, avec mes initiales dessus. Et donc je suis arrivé sur le bateau. On est parti en bateau. Je suis arrivé sur le bateau a commencé à partir, j'ai pris la chevalière, j'ai foutu dans l'eau. Ce geste, je ne l'ai compris que
30 ans plus tard, quoi. Je suis allé dire à ma mère, la bague est tombée. Alors, vous savez comment on dit chez nous? Elle a dit capara. C'est-à-dire, elle a été offerte en sacrifice. Tu ne l'as pas perdue, elle a été offerte en sacrifice. Bon, et puis c'est tout, puis ça s'est arrêté là. Mais moi, j'y réfléchis, je me suis dit, c'est pas vrai, elle n'est pas tombée, je l'ai jetée, quoi. Et je l'ai jetée parce que je me suis dit, au fond de moi, je crois, je me suis dit, mais c'est pas possible, on perd tout, donc il faut vraiment que ça soit tout, quoi. Et donc, j'ai balancé la bague. Bon, et donc, sur le moment, moi, j'ai grandi, quoi. J'ai grandi, on a vécu un temps en Italie, ensuite en France. C'est assez singulier parce que j'étais un petit enfant égyptien à un moment. Après, j'étais un petit enfant italien. J'étais très bien comme petit enfant italien. Et je m'étais habitué. Vous savez, à cet âge-là, on apprend la langue en 3 mois. Hein. Et donc, je parlais italien. J'avais plein de copains italiens, tout ça. Puis, il n'y avait pas de boulot en Italie. Donc, on est parti pour venir chercher du boulot en France. Enfin, mon père, quoi. Et j'ai suivi, bien sûr. Et donc, après, je suis devenu un petit enfant français. Donc, on s'adapte. Mais c'est une adaptation. Ça ne veut pas dire que c'est une imprégnation. À l'intérieur de moi, il y a une question, depuis toujours. Et ça ressurgit à l'adolescence, en fait. Hein. Ça ressurgit à l'adolescence, ça ressurgit quand j'étais jeune adulte. Et puis, vous savez, j'ai eu 20 ans en 68. Hein. Donc, 20 ans en 68 en France, on était à faire les manifs, quoi. Bon. Et donc, cette révolte que j'avais probablement depuis longtemps, depuis ce départ d'Égypte, s'est exprimée de manière politique d'abord, avant que tout ça, ça se retravaille. On met très longtemps à comprendre. Et d'ailleurs, pour toujours vous inscrire dans vos origines, dont vous parlez vous-même dans votre livre, votre prénom, Tobi, vous le prenez de grand-père de votre grand-père, c'est ça. Yom Tov, en hébreu. Exactement. Et qui était le grand rabbin du Caire? Non, d'Égypte. D'Égypte, carrément. C'était le grand rabbin d'Égypte, Yom Tov. Il s'appelait Yom Tov Israël. Israël, c'est le nom de ma mère. Le nom de mon père, c'est Nathan. Et le nom de ma mère, c'est Israël. Et donc, il s'appelait Yom Tov Israël Shirezli. Et cet homme était un homme extraordinaire, quoi. Et on dit juger. Bon, il a jugé les Juifs en Égypte au temps du canal de Suez, quoi, au moment de la construction du canal de Suez, qui était une période extraordinaire d'expansion de la communauté juive extraordinaire. Et il a fait quelque chose d'étonnant, hein, ce rabbi, c'est-à-dire il faisait pression sur les riches de la communauté pour qu'ils donnent de l'argent pour les pauvres, parce que vous savez, il n'y avait pas de sécurité sociale, l'entraide se faisait au sein de la communauté, quoi. Et donc, évidemment, il renaclait. Et à un moment, il n'était pas content après eux. Et il est parti à Jérusalem. Parce qu'il était né à Jérusalem. Hein. Donc, il est parti à Jérusalem sur le dos d'un âne. Donc, il a mis des semaines et des semaines à arriver. C'est pas très loin, mais quand même, quoi. Et il a mis des semaines à arriver. Et ensuite, chaque fois que les riches là, voulaient divorcer, se marier, avoir des actes, ils étaient obligés de partir à Jérusalem. Il les obligeait à faire le pèlerinage, en fait. Ça, c'était mon arrière-arrière-grand-père, si vous voulez. Bon, c'est une histoire assez singulière. Je ne sais pas si je vais vous raconter ça ici. Vous voulez savoir? C'est-à-dire que ma mère, normalement, la tradition, c'est le fils aîné porte le nom du père, et le fils cadet, ce qui est mon cas, porte le nom du père de la mère. Mais elle était fâchée avec son père, ma mère. Donc, elle a fait un rêve. Vous vouliez parler des rêves? Elle a fait un rêve qui était bienvenu parce qu'elle a vu le rabbi Yom Tov là, lui dire « Est-ce que tu as du café ?» Alors elle dit « Oui, apporte-moi un café. » Alors elle lui apporte un café dans le rêve. Hein. Il dit « Est-ce que tu as de la confiture aussi ?» Elle lui apporte de la confiture. On prenait la confiture avec le café en Égypte. Et il dit « Oh, c'est bon, je vais m'installer dans ta maison. » Dit ça le rabbi. Elle se réveille, elle est enceinte de moi. Elle se réveille, elle dit « Mais j'ai fait un rêve bizarre. » Elle va le raconter à ses tantes. Et les tantes disent bah, « C'est pas compliqué, hein.
C'est-à-dire que le bébé qui vient, c'est le rabbi qui revient. Il va s'installer dans ta maison. Alors, du coup, elle a dit, je suis obligée de lui donner comme nom Yom Tov. Bon, mais ça ne s'est pas passé si facilement. Hein. C'était 1948, vous savez, c'est la première guerre israélo-arabe. Et donc, comme mon père est allé me déclarer à l'état civil, il s'est dit, le déclarer sous le nom de Yom Tov, ça ne va pas le faire. Hein. Vous savez, il y avait des gens dans la rue qui poursuivaient les Juifs. Ils disaient « Edbah al-Yahoud », ça veut dire « égorge le Juif ». Et donc, il a dit « je ne peux pas dire ça ». Et il a dit il faut dire un nom arabe. Il a dit Yom Tov, comment on dit ça en arabe? Yom Tov, ça veut dire les jours de fête. Les jours de fête. Alors il a dit Aïd. Et donc mon nom sur l'état civil, ça a été Aïd. En fait, c'est Aïd el-Kébir. C'est ça, c'est la fête? La fête du mouton. La fête du mouton. Donc en fait, je m'appelais fête du mouton, quoi, si vous voulez, jusqu'à ma naturalisation. Et puis à ma naturalisation, à cette époque-là, il y avait une loi, on ne pouvait pas prendre un prénom qui n'était pas dans le calendrier. C'était la loi française. Hein. Alors j'ai dit, je veux m'appeler Toby. Il a dit, non, c'est pas dans le calendrier. J'ai dit, mais écoutez, monsieur, c'est dans la Bible. Il dit, mais la Bible, c'est pas le calendrier. Donc, il m'a dit, choisissez un autre prénom. Donc, j'ai essayé de trouver un prénom qui ait la même initiale. Donc, je m'appelle Théophile, en fait. Sur ma carte d'identité, si vous regardez ma carte d'identité, c'est marqué Théophile. Donc, Toby, mon prénom, j'ai jamais eu le droit de le porter officiellement. Comme quoi, le rabbi, il n'était peut-être pas tout à fait d'accord. Exactement. Et du coup, maintenant, voilà. On retrouve ce prénom de Toby. C'est ça. Alors justement, on parle des rêves. Votre mère qui est arrivée. Vous avez beaucoup écrit sur les rêves, le secret des rêves, la nouvelle interprétation des rêves. C'est ça. Quelle est votre lecture sur les rêves? Est-ce qu'il faut les prendre au sérieux? Est-ce qu'il faut les évacuer de notre esprit? Est-ce que c'est simplement une caisse de résonance de notre journée passée ou de 3 jours passés? Quelle est votre interprétation et comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons interpréter, lire nos rêves? Alors, 2 choses. Hein. On a fait beaucoup de progrès dans la connaissance des rêves ces dernières années. Hein. Enfin, ces dernières dizaines d'années. Ça fait déjà une trentaine d'années que les choses ont radicalement bougé sur la connaissance des rêves. Donc on peut dire beaucoup plus de choses là-dessus. Ça ne rend pas le problème plus simple, je veux dire. Bon, ça c'est la première chose. Ma position, la mienne, puisque vous me demandez la mienne, je pense qu'il faut être très attentif à ses rêves. Je pense que quand on rêve, c'est une chance formidable. C'est déjà dans notre tradition. C'est vrai. Puisqu'on dit que quelqu'un qui n'a pas rêvé pendant 7 jours... Effectivement, on va justement rapporter quelques passages de la tradition. C'est une mauvaise personne. Exact. Et donc, c'est bien de rêver, quoi. C'est ça qu'on pense. Est-ce que tout le monde rêve? Est-ce que tous les êtres humains rêvent? À peu près tout le monde. Est-ce qu'on rêve depuis notre enfance? Est-ce qu'un bébé rêve déjà? Ah oui, un fœtus rêve. Un fœtus rêve certainement beaucoup plus qu'un bébé, et le bébé rêve beaucoup plus qu'un adulte. Et plus ça va, et moins on rêve, en fait. Hein. Plus on vieillit, moins on rêve, quoi. Mais quand on est petit, on rêve beaucoup. Mais ça ne veut pas dire qu'on se souvient de ses rêves. Évidemment, un fœtus, c'est hors de question. Un bébé, évidemment, non plus. Mais on ne perçoit ses rêves, on ne comprend que c'est une autre dimension de la vie qu'après 5 ans, 6 ans, quoi. C'est à 5-6 ans qu'un enfant peut dire « j'ai rêvé ». C'est-à-dire qu'il distingue une perception, qu'il la distingue d'une perception qui est la réalité. Il a 2 catégories, si vous voulez, la réalité et le rêve, quoi. C'est 5-6 ans. Mais avant qu'il y ait des rêves très élaborés qu'on peut raconter, dont on peut faire comme un scénario, ça c'est après l'adolescence, quoi. Ça n'est pas possible avant. Hein. C'est très rare avant, quoi. Et des rêves vraiment construits, qui produisent du sens, c'est après la majorité, quoi. Dans le Talmud, on nous explique que le rêve se partage en 3 périodes dans la nuit. Et dans le langage de nos maîtres, ils expliquent que la première partie de la nuit n'est rien d'autre que des rêves de résonance de la journée écoulée. La deuxième partie, ce sont des rêves qu'il faut complètement évacuer.
Alors que dans la troisième partie, les rêves du petit matin, eh bien, il y a quelque chose de sérieux qu'il faut analyser et que justement, c'est cela qui serait prémonitoire. Est-ce que dans l'approche scientifique, est-ce que nous avons aussi ce partage de la nuit en différentes qualités de rêves? Oui, on a ce partage, mais c'est pas le début et la fin. Hein. C'est que on a analysé le sommeil. Hein. Les études sur le sommeil sont très détaillées. Hein. Et on sait qu'on dort pendant le sommeil. On a 5 formes de sommeil. Et une des formes du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. Pourquoi paradoxal? Parce qu'on est totalement paralysé. C'est-à-dire, quand on rentre dans le sommeil, c'est comme un plongeur, si vous voulez. Vous descendez à 20 mètres, à 50 mètres, à 100 mètres. Alors, vous commencez, vous n'êtes pas complètement enfoncé dans le sommeil, vous descendez encore. Au fur et à mesure, vous perdez vos capacités à percevoir le monde, quoi. Vous n'entendez plus, vous ne sentez plus rien, etc. Quand vous êtes totalement paralysé, quand votre corps n'est plus là du tout, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que le cerveau se réveille. Et le cerveau se réveille, et pas seulement le cerveau. Il y a le cerveau, les yeux se mettent à bouger, et le sexe. Et c'est là que se font les rêves. Mais cette période-là, on l'a 4 fois dans la nuit. Au moins 4 fois. Ça dépend combien de temps vous dormez. Vous faites 8 heures, vous? Je voudrais bien en faire autant. C'est ça, on fait rarement 8 heures. Donc, ceux qui font moins, c'est 3 fois, 4 fois, bon, etc. Mais en tout cas, c'est par séquence comme ça. C'est comme ça la fragmentation de la nuit. L'essentiel des rêves se passe durant cette période de sommeil paradoxal. Mais il y a aussi des rêves qui arrivent dans les autres périodes, qui sont des rêves plus courts et très souvent des cauchemars. C'est peut-être à ça que fait référence la tradition quand elle dit ça, c'est des mauvais rêves dont il ne faut pas tenir compte. C'est les rêves qu'on fait dans le sommeil profond, qui n'est pas le sommeil paradoxal, qui sont souvent des cauchemars. Ceux-là, en effet, ils ne sont pas susceptibles d'être interprétés. Ce que vous faites comme distinction entre les 5 degrés pour tomber dans ce rêve, dans ce sommeil paradoxal, c'est tout de même intéressant de remarquer que dans la tradition juive, les lecteurs rabbiniques anciens nous disent que nous avons 5 niveaux d'âme, oui, et que justement, pendant le rêve le plus profond, donc celui que on appelle paradoxal, eh bien que c'est le degré le plus raffiné de l'âme qui rentre en connexion avec quelque chose de plus grand, qu'on a du mal à exprimer, bien évidemment, à expliquer, mais peut-être qu'on arrive justement à retrouver, à regrouper les lectures faites par les anciens, quelle que soit leur tradition finalement. Je suis complètement d'accord avec la tradition, parce que c'est dans ce temps du sommeil qui est très particulier, qui se reproduit plusieurs fois dans la nuit, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est dans ce temps de sommeil que se déroulent les rêves qui sont exploitables. Et je suis d'accord aussi sur le fait que c'est une rencontre. C'est-à-dire que c'est une rencontre avec autre chose que ce qu'on rencontre dans la vie. Alors, il y a plein d'interprétations qui arrivent. Moi, j'ai la mienne, hein, mais je veux dire, les gens qui ont découvert le sommeil paradoxal, par exemple, un chercheur extraordinaire français qui travaillait à Lyon, qui s'appelle Michel Jouvet, qui est décédé aujourd'hui, mais c'était un des grands chercheurs en France, avait proposé l'idée qu'au moment du sommeil paradoxal, on se reconnectait avec ces modèles instinctuels. C'est-à-dire que dans l'être humain, il y a des façons de se défendre, il y a des façons de s'enfuir, il y a des façons de dévorer quelque chose. Toutes ces choses-là, on les perd parce que notre moi est abrasé par la vie sociale. Et au moment du sommeil paradoxal, on est rebranché dessus, comme si on était rebranché sur nos instincts, quoi. C'est-à-dire que la nature, on rencontre la nature, quoi. Ça, c'est la proposition de Jouvet. C'est pas la mienne, mais sinon qu'il a bien senti que dans ce moment-là, on n'est plus celui qu'on est d'habitude, on se reconnecte avec autre chose. Je sais très bien que les anciens, je connais notre tradition, je connais aussi les traditions grecques qui se sont beaucoup intéressées aux rêves, je connais beaucoup les traditions arabes aussi,
parce que je m'y suis intéressé tout particulièrement, qui sont très inspirés des traditions grecques d'ailleurs, et juives d'ailleurs. Et tout le monde dit que c'est dans ces moments-là qu'on rencontre alors, des divinités, des esprits, des diables, des invisibles, des morts. Des morts, hein. Alors ça, c'est très frappant. Hein. Et très souvent, ils me racontent qu'ils ont rencontré un mort, un père mort, une mère morte, une tante morte. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois faire? Une fois que j'ai fait ce rêve, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Et donc ça me frappe beaucoup. Ça veut dire que dans cette période, on rencontre des invisibles non humains. Voilà, c'est ça que je dirais. Et ça, c'est ma position. Les rêves chez l'homme n'ont jamais cessé de susciter la curiosité et d'intriguer les esprits les plus frénétiques, qui y voient parfois une porte entrebâillée vers le futur. Quel regard la tradition talmudique porte-t-elle sur les rêves et leur signification? La Torah se livre à plusieurs reprises au récit des rêves de différents personnages, comme par exemple les rêves de Joseph, le fils de Jacob. Le jeune homme raconte qu'il a vu dans un premier songe des gerbes de blé se prosterner devant sa gerbe, et dans un deuxième songe, plus audacieux, les astres, du soleil à la lune et aux étoiles, se prosterner à leur tour devant lui. Ce sont ces rêves de domination qui vont exciter la jalousie et la haine de ses 11 frères. Joseph est alors jeté dans une citerne avant d'être vendu par ses frères comme esclave, et ainsi s'ouvre le chemin vers l'Égypte. La bénédiction divine l'accompagne même dans les pires épreuves. Il provoque de nouvelles jalousies en refusant les avances de la femme de son maître. Emprisonné, il est remarqué pour sa capacité à interpréter les songes. Il est appelé auprès de Pharaon pour un de ses rêves qu'aucun mage ne parvient à expliquer. C'est le fameux songe des 7 vaches maigres dévorant 7 vaches grasses. Il prédit à l'Égypte 7 années de fertilité suivies de 7 autres de famine. Émerveillé par son savoir, Pharaon fait de Joseph son grand vizir, intendant de ses biens. Il est dorénavant puissant et gère les récoltes afin de faire des stocks dans la perspective de la disette à venir. Lorsque les années de vaches maigres surviennent, l'Égypte est non seulement à l'abri de la famine, mais peut même revendre à prix d'or son surplus aux nations voisines. Comme on le constate dans ces quelques exemples, la Torah accorde aux rêves une place de choix. Des songes dont les révélations, correctement interprétées, ne sont jamais pris à défaut. On peut y lire que les rêves recèlent 1/60 de la prophétie. On apprend aussi que les révélations d'un rêve sont exclusivement tributaires de l'interprétation qui en est faite. D'autres enseignements talmudiques semblent démentir cette valeur attribuée aux songes. On peut y lire que leur contenu est absolument sans incidence, ou encore que l'on ne montre à l'homme dans ses rêves que les pensées de son propre cœur. Dans la tradition juive, nous constatons dans toute la Bible que les prophètes ne reçoivent leur message, donc ils se reconnectent à quelque chose de plus authentique, uniquement dans la nuit, à l'exception de Moïse. Mais sinon, tous les autres prophètes ne reçoivent leur prophétie que lorsqu'ils sont au plus profond de leur sommeil. Est-ce qu'il y a une nécessité de se déconnecter, effectivement, comme vous l'avez dit, de son moi, c'est-à-dire de sa carapace matérielle, physique, pour justement rentrer et retrouver Dieu ou un esprit supérieur? Supérieur ou inférieur. Parce qu'il rencontre des diables aussi. Hein. Exact. Il rencontre des diables. Et bien sûr, bien sûr. Et c'est pas tellement être déconnecté, parce que je sais pas, cet état, le sommeil paradoxal, c'est un état très singulier. On a beaucoup de mal, on a du mal à comprendre ce que c'est. Hein. Aujourd'hui encore, hein, on ne sait pas, mais on sait que c'est fondamental, hein, que c'est plus important que le sommeil. Hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas dormi pendant 2 jours, par exemple, ça peut arriver. Quand vous êtes à la guerre, vous êtes au combat, vous ne pouvez pas dormir, etc. Sitôt que vous fermez les yeux, vous rêvez, tout de suite. C'est comme s'il y avait un manque, le rêve avait un manque, il avait besoin de s'exprimer le plus vite possible. C'est un instinct plus puissant que l'instinct du sommeil, l'instinct du sommeil paradoxal, quoi, du rêve, quoi. Donc est-ce également une nécessité? Est-ce que l'on pourrait mourir de ne pas rêver? Alors ça, on a fait des expériences là-dessus, et puis on a quelques données expérimentales à ce sujet. Bon, enfin, on a fait des expériences sur les animaux surtout. Hein. Ils ne meurent pas.
Ils ne meurent pas du fait de ne pas dormir. On ne meurt pas, mais on est très mal. Chez les hommes, il y a certaines personnes qui ont été privées de... Parce que le sommeil paradoxal se passe à cet endroit du cerveau, dans une toute petite partie du cerveau. Et il y a des gens qui ont eu un accident, par exemple, et il y a eu une ablation de cette partie du cerveau. Donc ils n'ont plus de sommeil paradoxal. Ces gens-là vivent normalement, ils ne meurent pas, ils ne sont pas particulièrement angoissés, ils sont là, quoi. Et les autres fonctions s'accomplissent. Donc on ne peut pas dire que c'est une fonction fondamentale dont le manque nous priverait de la vie, quoi. Mais ce qu'on peut dire, c'est certain, qu'on n'est pas créatif si on n'a pas ça. C'est la création qui est là. Dans le Talmud... Je peux vous expliquer pourquoi. Ah bah bien sûr. Non, allez-y. Dans le Talmud, un rabbi qui s'appelle Rav Chizda je le connais, Rabbi Chizda. écrit qu'un rêve non interprété est comme un courrier que l'on ne lirait pas. C'est ça. Quelle est la place de l'interprétation? Si le rêve a une valeur, eh bien, c'est une valeur intrinsèque. Pourquoi avoir besoin d'être interprété pour lui donner justement sa réalité? Et vous le dites une fois, dans une de vos conférences, où vous dites que le rêve, c'est comme finalement quelque chose de liquide qui doit se solidifier grâce à l'interprétation. C'est ça. Qu'est-ce que l'on doit en comprendre? Alors, vous posez très bien les questions. Normalement, un rabbin doit savoir questionner, hein, c'est ça. Vous posez très bien les questions. Alors, je dirais les choses comme ça. C'est un rêve, c'est rien. C'est rien tant qu'il n'est pas interprété. C'est-à-dire que, en fait, il fait tout son travail à l'intérieur, à l'insu de nous, à notre insu, quoi. C'est la capacité de réinventer des nouvelles solutions de notre vie. Sinon, on ferait des choses automatiques. Mais on n'est pas comme ça. Et plus on est évolué dans l'évolution des animaux, par exemple, et plus on rêve. Hein. C'est-à-dire que des oiseaux rêvent aussi, mais très peu de temps. Très peu. On rêve moins que les chats, par exemple, qui sont des animaux qui ont besoin de toute leur inventivité pour échapper à leurs prédateurs et pour capturer de nouvelles proies. Plus on a besoin d'être inventif dans la vie, et plus on rêve dans la nuit. Alors ça, c'est très surprenant, mais c'est comme ça. Mais certains rêves, et c'est de cela dont on se souvient, insistent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi leur travail de réinventer les solutions que nous avons habituellement. Donc ils insistent. Alors ils ne se répètent pas identiques. Il y en a qui se répètent identiques, qui sont les rêves récurrents, ce qu'on appelle les rêves récurrents. Et il y en a qui se répètent parce qu'ils se répètent de manière cachée, si vous voulez. Et ils reviennent. Et là, ils ont besoin d'une interprétation pour décoincer la chose, quoi. Et donc, une interprétation doit toujours être sur l'avenir. C'est pour ça que la psychanalyse est une mauvaise interprétation du rêve. J'étais psychanalyste, hein. J'ai été formé à ça au départ. Et j'ai vu que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi? Parce que ça enfonce les gens. Si vous faites une interprétation en disant tu as rêvé ça parce que tu as eu des problèmes avec ta maman quand tu étais petit, etc. Et alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Normalement, il faut que tu dises tu as rêvé ça, donc tu dois faire cela. C'est-à-dire que c'est une projection dans une action à venir. Un rêve doit se réaliser dans la vie réelle. Un rêve commence la nuit, se poursuit dans l'interprétation et aboutit dans un acte, une action dans la vie réelle. Des deux idées que vous venez de développer, du coup, je pense directement au rêve du pharaon dans la Bible. Exactement. Ce pharaon qui refait le même rêve, mais pas exactement sous la même forme, mais les mêmes chiffres, les mêmes idées essentielles.
Et il cherche une interprétation, et à l'époque en Égypte il y avait toutes sortes d'interprètes, donc chacun lui donnait... il y en avait beaucoup. Bien sûr, donc tout le monde lui donnait une interprétation, mais il n'était pas satisfait, il voulait une autre interprétation, jusqu'à trouver Yosef, qui va lui donner une interprétation sur justement quelque chose qui va se passer dans l'avenir, dans le futur. Donc est-ce qu'on n'a pas justement déjà à l'époque biblique, dans la Torah, à travers notamment les rêves du Pharaon, cette idée d'un rêve récurrent qui demande une interprétation et qui ne peut pas rester simplement lettre fermée. Exactement, je suis complètement d'accord. Yosef donne la meilleure interprétation possible, hein, parce qu'il faut aussi donner une interprétation, il faut lui donner une interprétation sur ce qui va arriver, mais aussi sur ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, il lui dit il va y avoir cette année de famine, donc tu dois prendre tes précautions dès maintenant. Alors, c'est parfait. La forme est parfaite. Maintenant, une interprétation capable d'une divination pareille, moi je ne suis pas un prophète. Hein. Bon, donc on peut dire que dans les rêves, il y a des nécessités importantes de certaines personnes qui se font jour dans le rêve, c'est-à-dire qui font pression. Par exemple, moi je peux dire à quelqu'un, tu as fait ce rêve-là, tu dois aller sur la tombe de tes parents, par exemple. Je peux dire des choses comme ça. C'est-à-dire que je me rends compte que cet homme qui a avancé dans la vie, qui a fait des affaires, etc., a oublié d'où il vient et ce qu'il doit à ses parents qui ont été des petites gens, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, etc. Et je ne vais pas lui dire ça comme ça. Je vais lui dire, va sur la tombe de tes parents, va faire une prière sur la tombe de tes parents. C'est rare qu'ils disent non, hein. Ils m'écoutent, les gens, quand je dis une chose comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas un prophète. Je ne peux pas prédire l'avenir, je ne sais pas ce qui va lui arriver. Mais je sais que dans sa tête, il faut qu'il répare quelque chose et il doit le réparer dans l'avenir, pas dans le passé, il doit le faire dans l'avenir. Donc, de ce point de vue, les rêves sont une préparation au monde qui vient. Et l'interprète doit terminer le travail et faire une proposition concrète, quoi. C'est ça un interprète. Et du coup, encore faut-il un très grand niveau d'humilité de la part de l'interprète, parce que finalement, eh bien, de ses propos, il va y avoir des incidences concrètes sur la vie de l'autre. C'est évident. Et d'ailleurs, vous le dites très bien dans votre introduction, où vous dites que depuis vos tout débuts jusqu'à aujourd'hui, finalement, vous posez toujours la question de savoir est-ce que vous êtes vraiment à votre place ? Est-ce que vous pouvez vous permettre de rentrer dans l'esprit des gens, de vos patients, pour interpréter, donner des conseils, des orientations ? C'est effectivement, finalement, tous ceux qui doivent interpréter un rêve doivent se poser la question, est-ce que je suis autorisé à faire ce genre de, non pas prédiction, comme vous le dites, mais est-ce que je peux me permettre d'orienter un homme, une femme, dans une voie particulière ? Ça peut avoir des conséquences redoutables. Hein. Ça peut modifier le cours de la vie d'une personne. Donc, évidemment, il faut être très prudent. Et c'est pas une question d'humilité, c'est une question de... il faut à la fois comprendre, prévoir et imaginer. C'est ça, interpréter un rêve. C'est pour ça que c'est des gens rares. Hein. On disait, dans notre tradition, dans le Talmud, on dit qu'il y avait 24 interprètes de rêves à Jérusalem. Et si vous alliez les voir, ils donnaient 24 interprétations différentes. Hein. Et bien ça, je suis sûr de ça. Et ce qui est incroyable, c'est que le passage en question que vous citez se termine en disant « et les 24 se sont réalisés ». Que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait une interprétation, bien sûr. Cela se réalise, bien sûr, ça va de soi. Surtout qu'une interprétation, c'est précisément une proposition de quelque chose qui se passe dans la vie réelle, quoi. On parlait tout à l'heure de Yosef. Lui aussi, c'est un rêveur. C'est un doux rêveur, disent ses frères. Bien sûr, il a commencé comme ça. Exactement, à l'âge de 17 ans. Tout à l'heure, vous parliez d'un âge d'adolescent où on peut commencer à donner du sens à ses rêves. Ça correspond bien avec le texte biblique, là encore. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les frères vont faire des interprétations. C'est eux qui interprètent les rêves. Ouais. Le père également, Jacob, va interpréter le rêve. Ils comprennent spontanément. Exactement. Et finalement, le père va dire...
que le père va garder la chose en tête et il va attendre de voir comment les choses vont se réaliser. Et lorsque Yosef va retrouver ses frères, les frères vont dire « Ah bah tiens, voilà ce doux rêveur, voyons maintenant est-ce que ces rêves vont se réaliser ?» Et ils vont le jeter dans le puits et on connaît toute la suite de l'histoire. Donc ça a des conséquences. Donc c'est tout de même intéressant. Ça veut dire que c'est comme si finalement c'est eux qui avaient rendu le rêve de Yosef réel. Ils ne sont pas bons comme interprètes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, moi quand j'interprète un rêve, je regarde l'endroit où il y a quelque chose qui cloche, justement. Pas où tout est conforme. Or, il y a quelque chose qui cloche dans le rêve de Joseph. C'est-à-dire qu'il dit, il y aura la lune, les étoiles... Et le soleil. La lune, le soleil, et 11 étoiles. Or, il n'y aura pas la lune, parce que sa mère était déjà morte à ce moment-là. Donc, en fait, ce n'est pas des bons interprètes. Moi, j'aurais dit, pourquoi il y aura la lune, puisque la lune est déjà partie? Nos commentateurs nous disent que le père, lui, a fait cette remarque à Yosef. Il l'a fait. Exactement, c'est dans la suite. Lorsque justement lui, il dit bon comment est-ce que tu veux que la lune se prosterne devant toi alors que ta mère est déjà morte. C'est ça. Donc on voit exactement, c'est incroyable de voir le parallélisme. C'est ce que j'aurais dit, c'est là où j'aurais commencé l'interprétation du rêve, dans cet endroit où il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi. Par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer, et d'ailleurs vous l'abordez dans votre dernier écrit, quelle est la place de la parole? De manière un peu surprenante, vous dites vous souvenir quand vous étiez enfant de ces femmes qui parlaient pour passer le temps ou pour ne pas prendre conscience que le temps passait. Mais est-ce que finalement nous ne voyons pas à travers les rêves et les interprétations des rêves que la parole a une place et prépondérante de la façon dont celui qui a rêvé va raconter ses rêves et la façon dont l'interprète va interpréter les rêves? Est-ce que la parole justement elle n'est pas plus importante que simplement quelque chose qui nous permet de passer le temps? Il y a parole et parole, quoi. C'est ça. Je suis un Levantin, moi. Je viens du Moyen-Orient, quoi. C'est un monde où parler, on parle tout le temps, quoi. On parle tout le temps et on ne parle pas pour dire quelque chose. Hein. On parle pour parler, quoi. On parle parce que c'est vrai que mes tantes, elles s'asseyaient, elles passaient l'après-midi. Vous savez, elles épluchaient elles mangeaient des pépins, vous savez. C'est des pépins, elles faisaient comme les perroquets. Elle les épluchait sans mettre la main, quoi. Elle crachait les épluchures dans une assiette. C'était drôle, quoi. Et puis, quand elle partait, elle disait « Ah, on a passé un bon après-midi. On a bien passé le temps. » On a bien passé le temps. Ça veut dire qu'on a parlé pour rien dire, quoi. On a parlé pour être ensemble, en fait. C'est de la socialité, quoi. La parole, c'est de la socialité. C'est beaucoup ça. Maintenant, si vous parlez d'une parole interprétative, il faut que cette parole ait une puissance, quoi. Il faut qu'elle vienne dire « Attention, je vais te dire une parole qui sort de la parole qui relève de la socialité. Attention, je veux parler autrement maintenant. » Et puis, on a vu que les guérisseurs béninois, ils utilisent la parole aussi. Des objets, de la parole. Mais quand ils utilisent la parole, ils disent on dit des paroles à l'envers. C'est-à-dire des paroles qui ne sont pas compréhensibles tout de suite. Il va falloir que la personne les remette à l'endroit, c'est-à-dire la réagence dans sa tête, avant que ça puisse faire sens pour lui. Et il y a beaucoup ça dans notre tradition aussi. Bien sûr. Des paroles, on ne dit pas ça, on ne dit pas comme ça. Mais attention, une parole qui est dite par un rabbi, si c'est un vrai, tu ne la comprends pas tout de suite, quoi. Exactement. Il faut l'interpréter. Exactement. La parole aussi s'interprète à différents niveaux. Exactement. Toby Nathan, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ce monde passionnant, intriguant, des rêves, dans notre quotidien finalement, puisque nous grandissons avec nos rêves, nous vivons tous les jours avec les rêves de la veille. Votre dernier ouvrage, Secrets de thérapeute, qui nous montre effectivement cette place prépondérante de l'ethnopsychiatrie, le fait de réintégrer chaque individu dans son environnement premier et de ses traditions premières. Merci beaucoup pour cet échange. Mes chers amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche et je vous dis à bientôt.